Le 30 mai de chaque année marque la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques au Gabon. Celle-ci vise la promotion des pratiques de l'évaluation. Il s'agit de l'appropriation de l'évaluation comme outil d'aide à la décision, le renforcement des capacités des acteurs de l'évaluation. Une question que nous allons pouvoir aborder au cours de cette émission avec nos invités sur le thème « L'importance de l'évaluation dans la mise en œuvre des politiques à l'exemple des mesures de riposte contre la Covid-19 », cette pandémie qui sévit tant dans le monde qu'au Gabon. Nous avons comme invité aujourd'hui, mesdames, messieurs, pour participer à cette émission, le professeur Médard Mengue Bidzou, qui a accepté notre invitation. Il est le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental au Gabon. À ses côtés, il y a le président de la Commission de finances, du budget et des comptes économiques de la Nation. Il s'agit du vénérable André Richard Moussunda Mikala. Lui également a accepté de partager avec nous cette question essentielle. Et puis, en face, il y a Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques, consultant international, président de Sogeval. Nous découvrirons dans quelques instants de quoi s'agit-il. Bienvenue à toutes et à tous sur Gabon 24 et dans le cadre de cette émission consacrée justement à l'évaluation de politiques publiques. Messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Déjà, d'entrée de jeu, quelle est la nécessité de l'évaluation d'une politique publique? Je me retourne vers vous, Petit Lambert Ovono, puisque vous êtes sur ce plateau l'évaluateur certifié. Merci. Je voudrais d'abord dire à la suite de monsieur le ministre en charge de l'évaluation des politiques publiques qui vient de nous présenter la journée par son discours, je voudrais donc saluer tous les évaluateurs pour leur dire bonne fête, c'est la 4e édition. Même si cette fête ne se passe pas en présentiel, mais nos pensées vont naturellement aux pionniers de cette fête. Je pense aux évaluateurs du Conseil de la Cour des comptes, je pense à ceux du ministère de l'économie, je pense bien entendu à ceux de l'Assemblée nationale qui ne sont pas avec nous. Je pense aussi à ceux du ministère du budget. Ceci dit, l'évaluation des politiques publiques ne peut pas se faire si on ne parle pas de politique publique. Il faudrait d'abord définir ce que c'est qu'une politique publique. Donc, avant de parler de l'importance de l'évaluation, il faut dire qu'une politique publique, c'est les besoins exprimés par une population. Si ces besoins ne peuvent être répondus, ne peuvent être satisfaits que par l'autorité politico-administrative, alors à ce moment, on parle de politique publique. Mais si c'est un besoin individuel, on ne parle pas de politique publique. On y reviendra. Donc l'importance, c'est que les politiques publiques ont pour but de répondre aux populations. Et ceux qui mettent en œuvre les politiques publiques cherchent à atteindre les résultats. Et c'est ces résultats-là qui intéressent la population. Ce n'est pas seulement le processus, la façon dont les politiques ont été mises en œuvre. Ce n'est pas seulement parler de l'argent, mais quels sont les résultats? Est-ce que les résultats participent au changement, à la réponse qu'attendent les populations? C'est cela l'importance ici des politiques publiques et de leur évaluation. Alors, je me retourne directement vers vous, professeur Mengue Bidzou Médard, puisque vous êtes le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. Aujourd'hui, on le sait, le 3 avril dernier, Ali Bongo Ondimba annonçait plusieurs mesures pour la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Le gouvernement a d'ailleurs mis en application certaines de ces mesures. Quel est le regard que porte aujourd'hui l'institution que vous représentez, sinon l'autorité que vous représentez? Merci, M. Agaya. D'entrée de jeu, je voudrais remercier le ministre en charge de l'évaluation des politiques publiques. Remercier le ministre pour avoir invité effectivement le Conseil économique, social et environnemental à ce débat, du moins à cette journée, à cette importante journée. Et dans la même veine, en fait, lui dire nos félicitations parce que l'évaluation des politiques publiques, je crois que M. Petit Lambert le rappelait tout à l'heure, c'est une question en fait très très importante dans
un pays en développement, dans la mesure où, effectivement, nous sommes dans une logique en fait, d'implémentation de plusieurs politiques publiques. Et mieux que ces pays développés, je pense que les pays comme les nôtres sont, à mon avis, je veux dire, plus intéressés sur les questions d'évaluation des politiques publiques. Et quand on parle de cette évaluation justement des politiques publiques, je pense qu'en réalité, ça vient dans un premier, et c'est tout l'intérêt de ce que toute politique publique peut avoir en fait des effets indésirables, comme ça peut avoir des effets attendus. Et généralement, comme on peut pressentir ces effets indésirables, il est intéressant qu'au cours de la procédure, qu'il y ait une évaluation. Aujourd'hui, on sait qu'Ali Bongo Ondimba, le président gabonais, a pris beaucoup de mesures sociales pour les Gabonais en cette période de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, sauf que plusieurs d'entre elles ont essuyé de nombreuses critiques. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie cela, puisque vous représentez une institution qui défend également les intérêts des populations, même si elle n'est que consultative? C'est en fait peut-être une mauvaise approche, une compréhension assez réduite de ce qu'il y a derrière ce qu'on appelle une politique publique. Le président a pris effectivement des mesures assez salutaires et courageuses après que le choc du Covid ait frappé notre économie. Il faut dire que lorsqu'on parle effectivement de politique et d'évaluation, il y en a qui, d'entrée de jour ou de mois, je veux dire, restent sur principalement la question de l'efficacité. Or, il se trouve qu'avant d'aller à l'efficacité de cette politique, autrement dit, avant de voir si les mesures prises vont effectivement atteindre l'objectif visé, il faut discuter de la pertinence, il faut discuter de la cohérence et peut-être même à la fin de l'efficacité, il faut discuter de l'efficience. Or, en fait, ceux qui critiquent regardent principalement l'efficacité au point que, à la limite, ces critiques-là, à mon avis, ne sont pas, je vais dire, intéressantes aujourd'hui parce qu'on ne peut pas, je vais dire, pour l'instant, parler de l'efficacité de ces mesures. Il faut un petit temps. Et pourtant, c'est un chef de l'État qui tape du poing sur la table, prend des mesures assez importantes pour son peuple, sa population, pour lutter contre la Covid-19. Mais malheureusement, celles-ci ont quand même essuyé de nombreuses critiques. Aujourd'hui, on a l'impression que vous balayez d'un revers de la main ce qui a été dit. C'est pour ça que je disais qu'effectivement, il faut d'abord voir la question de la pertinence. Et je pense que les mesures prises par le chef de l'État sont pertinentes. Pertinentes parce que répondant en fait, je veux dire, aux hypothèses du moment, autrement dit en fait, et non à la réalité. Aux hypothèses du moment. La réalité, les hypothèses viennent justement de cette réalité. On ne va pas aller les chercher et nihilo. Elles viennent de cette réalité-là. Et la réalité est qu'il y a une crise, un choc économique. Il y a, avant ce choc économique, un choc sanitaire. Et ce choc-là mérite effectivement une réponse. Et le président, à travers les mesures, a apporté une réponse à ces chocs-là. Maintenant, il faut discuter de la pertinence. Et je pense que c'est pertinent. Parce que, justement, dans le cas d'espèces, il s'agit pour les économistes d'un choc de demande et un choc d'offre. Je me retourne directement vers vous, vénérable sénateur. Permettez-moi, justement, qu'est-ce qui peut expliquer que dans un pays comme le Gabon aujourd'hui, Ali Bongo Ondimba, président de la République, prend des mesures, des dispositions pour le bien-être de ses populations et que celles-ci soient tout de même aujourd'hui critiquées par les populations puisqu'il y a un gouvernement qui est censé mettre ces mesures en action? Merci. Avant de rentrer de répondre à votre question, vous avez bien dit que j'étais sénateur, c'est-à-dire que je suis au Parlement. Et mon rôle au niveau du Parlement, je vais me limiter à 2 ou 3. Je conçois l'impôt, je contrôle l'action du gouvernement, je vais me limiter au contrôle de l'action du gouvernement, parce que nous parlons d'évaluation. Oui. Jusqu'à présent, le Parlement, dans son contrôle de l'action du gouvernement, s'est limité, par exemple, en ce qui concerne, disons, une politique publique. Je prends le cas d'une école.
de voir si l'école a été construite ou pas. Mais avec l'évaluation, le Parlement va au-delà. C'est-à-dire, la construction de l'école, ça a servi à quoi? Est-ce que cette école a mené un changement dans le milieu? Est-ce que les élèves ne font plus de distance pour apprendre? Est-ce qu'il y a un gain de temps? C'est là la valeur de l'évaluation. Justement, ce qui aurait été intéressant, c'est de prendre, Vénérable, vous me permettrez, un exemple sur la situation actuelle. Parlons Justement, de la COVID-19. j'arrive. D'accord. La COVID-19 n'est qu'un élément qui peut servir à l'évaluation. Mais je vais d'abord, avant de dire si ces mesures prises par le président étaient nécessaires ou pas, mais je vais d'abord dire que, disons, la pandémie que nous vivons aujourd'hui, cette pandémie a mis en exergue l'état dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire beaucoup de situations, à cause de cette pandémie, ont pu être vraiment dévoilées. C'est comme s'il y avait un paquet qu'on a détaché pour voir exactement quelle était la situation. Et ce sont ces situations qui ont amené le président de la République à prendre des mesures. Mais les mesures qui ont été prises aujourd'hui par le président de la République, qui sont salutaires, nous ne devrons pas nous limiter à cela. Nous devons aller plus. C'est-à-dire que s'il y a une évaluation à faire, c'est plus après le Covid, que ce soit dans 1 an ou dans 3 ans, de voir exactement toutes les situations que cette pandémie nous a fait voir, comment nous allons faire pour résoudre ces problèmes qui étaient, entre guillemets, cachés. Alors là, je me permets alors de vous poser la question de savoir. Parlons par exemple de la banque alimentaire, vénérable sénateur. Le bilan a été fait, mais cette mesure n'a pas fait l'unanimité. Vous le savez aussi bien que moi, vous qui représentez les populations à l'hémicycle du Sénat. À ce jour, plusieurs Gabonais se plaignent de n'avoir pas bénéficié de cette aide. Que dire? La mesure de la banque alimentaire n'est pas la seule. Il y a Une mesure, en exemple. Il y a eu la distribution d'eau. Oui. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais que la pandémie nous a fait voir qu'il y avait des situations qui étaient plus ou moins cachées. La banque alimentaire qui est venue, entre guillemets, résoudre un problème de manque de possibilité de se trouver soit un morceau de manioc ou autre aliment, a fait ressortir certains manquements. Je prendrais l'accès pour atteindre certaines populations. Il y a des populations qui en avaient besoin, mais qui n'ont pas pu peut-être bénéficier de cette banque parce que pour les atteindre, il fallait descendre dans les bas-fonds. Et les critiques qui se font aujourd'hui, ce n'est pas que l'idée ou l'action que le président a suscitée n'était pas nécessaire, c'est seulement le fait que les données de départ, je parle, ce que je dis, ça n'engage que moi, les données de départ qui ont fait établir la liste des bénéficiaires de la banque alimentaire, est-ce que cette liste, elle était vraiment exhaustive ou non? D'accord. Pour évaluation, parlons de la banque alimentaire. Selon vous, sénateur, doit-on croire qu'il y a beaucoup à redire, par exemple, sur cette question, banque alimentaire? Banque alimentaire, il faut dire une chose. L'idée était bonne, l'action était bonne, mais elle a été, je peux dire, insuffisante. Pourquoi? Parce que, comme je venais de le dire, il y a des gens qui n'ont pas pu bénéficier. Pourquoi ils n'ont pas pu bénéficier? Parce qu'il n'y avait pas une position claire, une définition claire du bénéficiaire d'abord, une définition claire pour comment faire pour atteindre le bénéficiaire qui devait avoir droit à cette banque alimentaire. Alors, je vais demander l'avis justement de Petit Lambert Ovono, qui est un évaluateur certifié, en vous permettant également de réfléchir sur une piste de solution à proposer, puisque le Gabon continue de vivre cette pandémie de la Covid-19. Petit Lambert Ovono, aujourd'hui, parlons de cette banque alimentaire. Quelle est l'évaluation qui peut être faite? Merci pour votre question. Je voudrais d'abord dire que l'objectif fixé par le président de la République était premièrement, à la première étape, d'empêcher l'entrée du virus au Gabon. C'est un objectif. Et un objectif se décline en mesures ou en actions. Et la majorité de nos compatriotes n'ont vu que les mesures. Ils ne savent pas, ou ils ignorent, ou ils ont ignoré que l'objectif poursuivi était celui d'empêcher le virus de rentrer dans notre pays. Donc la première série de mesures qui a été prise concourait à ça. Par exemple, la création du COPIL est une mesure prise dès que le Gabon a été mis au courant qu'il y avait un virus dangereux qui se passait en Chine. Donc il faut toujours regarder l'objectif
fixés par le président de la République, c'est son rôle. Maintenant, le gouvernement est là pour mettre en musique, pour mettre en œuvre les objectifs fixés par le président de la République. Donc, l'une des mesures qui concerne notamment la banque alimentaire a été prise lorsque nous sommes passés à la troisième phase. On avait déjà remarqué des décès suite au coronavirus et à ce moment, la contamination était presque déjà locale et intercommunautaire. C'est à ce moment que le président de la République a pris des mesures plus fortes pour maintenant, non pas empêcher que le virus rentre, puisque le virus était déjà là, pour empêcher une contamination plus grande et pour essayer d'endiguer. Et pour le faire, on a pris des mesures fortes, le confinement total dans le Grand Libreville, le couvre-feu pour que les populations restent confinées chez elles. Parce que si on avait libéré les populations à ne pas rester chez elles, les chiffres que nous récoltons aujourd'hui allaient certainement être plus grands. Donc, c'était ça l'objet. Et pour soulager les populations, pour qu'elles ne partent pas dans les marchés, qu'elles ne partent pas dans la rue, il fallait donc trouver des mesures d'accompagnement. Et l'une des mesures d'accompagnement, c'est la gratuité de l'électricité et de l'eau, c'est la banque alimentaire, c'est le transport gratuit. Et concernant la banque alimentaire, cette mesure, je le répète, concourait à endiguer la contamination. C'est ça l'objectif. Maintenant, l'application de la mesure elle-même, la mise en œuvre de la mesure, contenait deux étapes. L'étape de la collecte des aliments, des denrées alimentaires. 70 opérateurs ont donné des aliments et c'est le ministère du Commerce qui s'occupait et qui stocke. Ensuite, l'étape de la distribution est de la responsabilité du ministre des Solidarités. Et au niveau de l'organisation, c'est-à-dire de la planification de cette distribution, quelques problèmes se sont posés et c'est ce que nos compatriotes ont relevé en portant des critiques. C'est bien de porter des critiques parce que si on ne critique pas, on ne peut pas s'améliorer. C'est une bonne chose. Mais qu'on ne reste pas sur les critiques. Et je pense même que la ministre des Solidarités s'est corrigée à cause des critiques parce qu'on ne s'est même pas demandé est-ce que Madame la ministre, dès le premier jour, avait reçu les 120 000 bons alimentaires qu'elle devait distribuer. Ce n'est pas le cas. Nous, on est en train d'évaluer les mesures gouvernementales et nous nous sommes rapprochés des opérateurs et notamment de l'opérateur qui fournissait des bons alimentaires à Madame la ministre. Nous avons découvert que la première livraison des bons n'était que de 3 000 bons. Or, dans les réseaux sociaux, on disait déjà que 15 000 bons avaient été utilisés, qu'il y aurait eu des détournements de bons, ce qui est totalement faux. Parce que l'opérateur qui délivrait les bons n'avait même pas encore livré les 15 000 bons. D'accord, ça c'est un exemple. Mais parlons justement, puisqu'on fait l'évaluation de cette procédure, c'est kit alimentaire donné par le gouvernement, donné par le président gabonais, par l'entremise du gouvernement. Aujourd'hui, quels sont les chiffres qui puissent être donnés, puisqu'il y avait pour objectif d'atteindre 60 000 ménages, par exemple. Aujourd'hui, il y a encore des plaintes. Qu'est-ce que l'on peut dire? Déjà, il faut dire que la deuxième phase de l'opération se passe correctement bien. On a dépassé les 60 000 foyers qui avaient été ciblés dès le départ. D'accord, vous l'affirmez aujourd'hui. Mais je l'affirme puisqu'on est en train d'évaluer les mesures gouvernementales et nous allons remettre le rapport à Monsieur le Premier ministre, ou plus tard, le 20 juin. Nous sommes en train d'évaluer, nos enquêteurs sont sur le terrain, nous avons achevé la phase méthodologique qui consiste à la recherche documentaire. Nous sommes maintenant en train de sonder les populations pour faire une enquête de satisfaction, s'ils sont satisfaits ou non. Et c'est ces chiffres-là que nous allons publier et que nous allons analyser. Donc je dois redire que les populations ont le droit d'exprimer leurs critiques. Et c'est ça, effectivement, qu'on recherche dans l'évaluation. Toutes les parties prenantes doivent s'exprimer lorsqu'il s'agit d'une évaluation des politiques publiques. Et c'est ce qui nous permet d'utiliser au moment de l'analyse des critères, comme l'a dit le professeur, sur la pertinence. Est-ce que le projet, la mesure, lorsqu'elle avait été réfléchie, est-ce qu'elle a été bien réfléchie?
Est-ce qu'elle est en cohérence avec les attentes réelles Ce sont des les questions que populations? j'ai envie de vous poser Voilà. aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a l'efficience, c'est-à-dire, est-ce que ce qu'on a dépensé comme argent et par rapport aux résultats qu'on a obtenus, est-ce qu'on aurait pu dépenser moins d'argent et obtenir plus de résultats? L'aide alimentaire, les bons alimentaires étaient estimés, la commande que le gouvernement, que le ministre de l'économie a passée est de 3 milliards. Divisé par 25 000 par bon, ça fait 120 000 bons. C'est ça le montant exact que le gouvernement a mis sur la table pour pouvoir donner les bons alimentaires. Mais les denrées alimentaires qui sont données par les opérateurs, ils ont été dévoilés au niveau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre lui-même. Oui. Il a dit combien de tonnes on avait reçu et il a estimé que ça coûtait 1 milliard de francs. Ça fait 4 milliards de francs et non pas 5 milliards. D'accord, c'est vous qui le dites puisque vous êtes l'évaluateur certifié. Oui, professeur. Monsieur Petit Lambert l'a rappelé, il faut regarder la pertinence des mesures, il faut regarder leur cohérence. Et sur ces deux points-là, je pense que l'État gabonais, notamment le président de la République, a réagi comme ça se doit devant la situation du choc qui a percuté l'économie gabonaise. L'État a réagi en soutenant l'économie et en soutenant les populations. Maintenant, se pose après, effectivement, la question de l'efficacité. Et vous prenez particulièrement le cas des kits alimentaires. Le problème, en fait, je veux dire, c'est justement la définition qui est donnée de cette population vulnérable. Qui est vulnérable, qui ne l'est pas. Et c'est ça tout le problème. Ce qui fait qu'en réalité, vous allez voir des gens nantis qui ont reçu ces bons alimentaires. Tout comme vous allez voir, malheureusement, les nécessiteux qui peinent à avoir un bon de 25 000. Donc, c'est dire qu'en fait, le vrai problème, c'est à ce niveau-là. Et je pense, et je parle sous le contrôle de M. Edou, je pense qu'à terme, il faut définir réellement qui est Gabonais économiquement faible. À propos de ces mesures, lorsqu'on a décidé des kits alimentaires, c'était en réaction au confinement de 2 semaines. Donc les kits n'étaient pas pour nourrir les gens pendant un mois ou pour nourrir les gens pendant une année. Donc c'était justement, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cohérence. C'était pour une durée d'une semaine ou 2 semaines. Donc après, bon, ce qui est étonnant, c'est que ça se poursuive, ça prenne, ainsi de suite. Après, bon, tout ça Peut-être parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Ben bon, ça, je ne peux pas le dire aujourd'hui. C'est effectivement ceux qui font l'enquête qui doivent nous... C'est une question, Petit Lambert Ovono. Oui, c'est l'évaluation qui permettrait notamment sur l'efficacité, si les réalisations ne sont pas là, si les résultats n'ont pas été atteints et si les populations ne sont pas satisfaites, donc d'où une enquête de satisfaction des populations. Faut méfiez-vous, parce que les gens qui se font entendre sont ceux qui parlent les plus forts. Alors qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont bien contents d'avoir reçu des denrées alimentaires, des kits, des bons alimentaires. Je voudrais ajouter concernant les Gabonais économiquement faibles. Oui. La pauvreté est multidimensionnelle. On n'est pas pauvre seulement parce qu'on n'a pas d'argent. Or, le terme Gabonais économiquement faible provient de l'enquête basée sur un seul indicateur, l'indicateur monétaire, qui veut dire que si on gagne moins de 80 000 francs par mois, on est classé comme économiquement faible. Or, ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut gagner 80 000 francs par mois, habiter une belle maison, donnée par son père, laissée par sa mère, ou qu'il aura hérité d'une façon ou d'une autre. Alors que quelqu'un d'autre qui gagne 80 000 a 5 enfants à élever, il n'arrive pas à élever. Donc, le terme d'économiquement faible n'est pas bon. Le terme qui est bon, c'est Gabonais socialement faible. Et pourtant, c'est le gouvernement qui a utilisé ce terme. Oui, mais je viens de vous expliquer que la base était qu'on s'est inspiré de la base monétaire. Voilà, on va également permettre au vénérable sénateur de réagir puisqu'il nous reste que quelques minutes à passer ensemble pour cette première partie de cette émission. Parlons à présent justement des mesures sanitaires. Vénérable, ont-elles été bien pensées selon vous, puisque vous représentez également cette population ? Au vu des chiffres croissants, lorsque l'on quitte, pour le cas du Gabon, le confinement total pour un confinement partiel. Aujourd'hui, ces mesures sanitaires ont-elles été bien pensées selon vous? Moi, je pense que les mesures sanitaires ont été bien pensées. Ce qu'il faut seulement dire, c'est que ce virus
il est difficile de le contenir. Et pourquoi? Parce que malgré les mesures barrières qui ont été prises, le lavage de mains, le reste, il est difficile de savoir exactement à quel moment ce virus voyage, s'il faut employer le terme. Vous venez de dire qu'avec le confinement, est-ce que le confinement ou sans confinement, est-ce que ce virus, on peut le contenir? Le problème, c'est qu'il n'y a pas une mesure actuellement, disons, une mesure actuellement qui peut nous prouver qu'en faisant ceci, réellement, on peut contenir l'évolution du virus. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu une étude, des assises, des experts quand même gabonais en matière sanitaire pour essayer de réfléchir sur la question? Bon, dire qu'il n'y a pas eu des assises, non. Au niveau du Sénat, rien ne vous a été présenté. Nous avons fait le copil est né, simplement, nous avons fait du jour au lendemain, et puis vous avez constaté. Le Sénat a même réagi. Le Sénat a fait des rapports pour contribuer à ces mesures-là. Et les mesures qui ont été prises, je dis, c'était des mesures sanitaires. C'est par exemple les mesures barrières. Malheureusement, ces mesures barrières, il est difficile de savoir comment vraiment contenir le virus en tant que tel. Parce que avant le confinement, il y avait des cas, et après le confinement, ça ne fait qu'évoluer. C'est comme si ce virus essaie disons, de contourner les mesures qui ont été prises, qui sont des mesures pourtant assez importantes. Êtes-vous en train de dire finalement que le Sénat, malheureusement, parlant de ces mesures pour le confinement total ou confinement partiel, n'a pas pu justement jouer son rôle en ce qui concerne le gouvernement pour que de bonnes dispositions soient prises? Je me permets de vous poser la question puisque vous êtes censé contrôler l'action du gouvernement. Le Sénat non seulement a suivi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, le Sénat a réagi. Nous avons eu même à mener des équipes sanitaires pour essayer d'aménager, de chasser, s'il faut le dire ainsi, le virus en tant que tel. Donc le Sénat a suivi non seulement les mesures du gouvernement, le Sénat a réagi, a porté même ses propres mesures pour éviter que le virus ne puisse pas évoluer comme ça se voit aujourd'hui. Sur les mesures sanitaires, on va faire un dernier tour de table et peut-être poursuivre en deuxième partie sur cette question. Aujourd'hui, on sait que les chiffres sont croissants. Petit Lambert Ovono, Ali Bongo Ondimba avait annoncé un dépistage de masse. Il y a eu justement du matériel arrivé de l'étranger. On l'a vu à travers les médias. Aujourd'hui, selon vous, pensez-vous que ces objectifs ont pu être atteints? Du moins, celles liées à l'arrivée du matériel, à l'existence de ce matériel et à la possibilité pour les populations gabonaises de pouvoir se faire dépister. Je crois que nous ne pouvons pas attendre que le virus soit terminé pour faire l'évaluation. Ça, ce sera l'évaluation ex post des mesures que le gouvernement est en train de mettre en œuvre. On a entendu quelqu'un le dire dans ce plateau, il y a en début d'émission. Mais bon, je vous le permets. Nous sommes en train de mettre en œuvre les mesures. Ça s'appelle l'évaluation concomitante. C'est-à-dire, en même temps qu'on met en œuvre les mesures ou une politique publique, en même temps, on peut l'évaluer. Et on se sert des outils existent. Par exemple, l'outil de suivi. Il faut mettre en place un système de suivi qui relève des données. Ces données, on les appelle du monitoring. On fait du monitoring, on monitore et on analyse ces données pour pouvoir éventuellement proposer aux décideurs de rectifier le tir. C'est ce que nous faisons, l'évaluation concomitante. Allons-y droit. Aujourd'hui, il y a deux choses. La première chose, il y a effectivement une croissance du nombre de contaminés. Mais est-ce qu'on se pose la question de savoir, s'il n'y avait pas eu confinement, s'il n'y avait pas eu couvre-feu, à combien s'élèverait le nombre de contaminés aujourd'hui? C'est ça des vraies questions. On ne se réjouit même pas du nombre de guéris. Et aujourd'hui, les Gabonais se plaignent de ne même pas connaître ceux qui sont guéris aujourd'hui de la puisque le COPID diffuse chaque soir le nombre de contaminés, le nombre de personnes qui sont guéries et le nombre de décès. Donc nous devons aussi nous réjouir du nombre de décès. Mais je voulais revenir sur un point assez important, c'est sur la pertinence. D'accord, au pas de cours, je vous prie. Nous arrivons au terme de cette première partie. Pour parler je vous ai dit que l'objectif de départ était d'empêcher l'entrée du virus au Gabon. Et des mesures ont été prises. Je vous cite une mesure emblématique, c'était celle d'interdire aux Gabonais qui étaient à l'extérieur du territoire de ne pas revenir, soit disant
ils étaient porteurs de virus. Mais cette mesure, professeur, quand on mesure, quand on analyse, quand on évalue cette mesure était inopportune. Professeur, que dire déjà en ce qui concerne les mesures sanitaires? Merci, monsieur. Je ne pense pas déjà que je sois en contradiction avec M. Edou sur les types d'évaluation. Parce que, en fait, en réalité, l'évaluation concomitante, c'est celle qui consiste effectivement à évaluer, à regarder les critères de pertinence. Et si on sortait des définitions scientifiques? Oui, justement, j'ai voulu. La question est claire et elle est posée. Il nous reste que quelques secondes pour cette première partie. Et l'évaluation ex post, effectivement, concerne l'efficacité. Pour dire qu'en réalité, le gouvernement fait face à ce qu'on peut appeler un triangle d'incompatibilité, ou un trilemme, si vous voulez. En fait, il y a un côté, le problème sanitaire que vous soulevez. De l'autre, il y a la question économique. Et je vais me dire, d'un autre côté, il y a la question des libertés individuelles. D'accord. Avec tout le respect que je vous dois, vous me permettrez de vous interrompre. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie de cette émission. Nous nous retrouverons dans quelques instants seulement pour aborder justement pour la suite les questions sanitaires. À tout de suite. Deuxième partie de cette émission, je le rappelle, le 30 mai de chaque année marque la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques au Gabon. Vous le savez, sans nul doute, celle-ci vise la promotion des pratiques de l'évaluation. Évaluer une politique publique, c'est porter une appréciation sur sa valeur au regard d'un certain nombre de critères tels que sa pertinence, son efficacité, son efficience, sa cohérence, sa capacité à répondre aux besoins qui l'ont fait naître. D'ailleurs, je me permettrai de vous rappeler le panel d'invités que je reçois aujourd'hui. Il y a le professeur Mengue Bidzo Médard, qui est le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental. À ses côtés, il y a le vénérable sénateur André Richard Moussunda Mikala, qui lui est le président de la commission de finances, du budget et des comptes économiques de la nation, justement au niveau du Sénat. Et puis, il y a Petit Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques, consultant international, président de Sogeval. Messieurs, avant la fin de cette première partie, nous évoquions justement la question liée aux mesures sanitaires en ce qui concerne la riposte au Gabon contre la Covid-19. Avant d'aborder justement les questions liées à l'eau et à l'électricité pour ces mesures, il y a qu'Ali Bongo Ondimba avait également parlé d'un dépistage de masse comme solution de prévention. Aujourd'hui, le regard que vous portez là-dessus, je me retourne directement vers vous, vous qui êtes au Conseil économique, social et environnemental. Alors, je disais tantôt que le gouvernement fait face à un trilemme. Il y a d'un côté la question de la santé. Est-ce qu'il faut rester simplement sur la santé et lutter contre le virus au détriment notamment de l'économie, au détriment des libertés individuelles? Je pense, à mon humble avis, qu'il faut s'occuper des trois questions. Il faut s'occuper des trois questions. Mais le gouvernement s'est occupé des trois questions, puisque même Ali Bongo Ondimba, dans son discours, a quand même évoqué tous les pans qui sied pour la circonstance. Oui, non, l'eau, l'électricité, la santé, l'alimentation, oui, la sécurité. J'en viens justement. Quand on s'occupe de ces trois questions, je pense qu'il y a une intériorité. Je pense qu'il faut commencer par la santé. Il faut commencer par la santé parce que la santé, en fait, implique le reste. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Dépistage de masse, annoncé par Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, il y a justement un lieu qui a été aménagé pour que cela soit possible. Que les tests ne soient plus envoyés dans la province du Haut-Ogooué et attendre des semaines ou plusieurs jours. Aujourd'hui, c'est possible. À Libreville, au Gabon, de pouvoir réaliser ces tests en moins de 72 heures. Que dire? Est-ce qu'on peut parler d'une évaluation satisfaisante? C'est une avancée, effectivement. C'est une avancée dans les solutions aux problèmes sanitaires. Je pense que c'est une avancée. Mais quand je dis avancée, ça veut dire que ça reste à avoir effectivement d'autres mesures, d'autres éléments. Pensez-vous qu'il y a des manquements à cela? Alors, manquement, je ne peux pas parler de manquement. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement des avancées. On a commencé à proposer au dépistage, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, il faut aller... Par exemple? Il faut aller dans la recherche du médicament.
Et dans cette recherche du médicament, je pense qu'il faut, si on ne peut pas je veux dire, le produire localement, il faut aller voir dans des endroits où certains J'ai médicaments... l'impression que vous avez peur de le dire quand même, puisqu'on sait que sur le continent africain, il y a par exemple Madagascar, qui a proposé mais justement, non, un non, produit. J'ai non, l'impression que vous avez peur de le dire. Non, mais justement, êtes-vous en train de... je pense que dans la santé, il faut aller à Madagascar, par exemple. Il faut aller voir ce que la solution proposée par Madagascar peut donner. Il faut y aller. Et peut-être aider les chercheurs gabonais aussi. Et aider naturellement les chercheurs gabonais. Et ça, je crois que je le dis dans une tribune libre que je fais dans un journal de la place, justement pour dire qu'il faut mettre l'accent sur la recherche au Gabon. Parce que je pense qu'au Gabon, effectivement, nous avons de la compétence pour mener une recherche qui puisse nous amener à trouver un médicament contre la Covid. C'est possible. Vénérable sénateur, partagez-vous cet avis aujourd'hui lorsqu'on fait l'évaluation sur les mesures sanitaires? Non, on va y aller au pas de course. Non seulement que je partage cet avis, mais il y a un préalable, c'est la sensibilisation. Oui. C'est-à-dire qu'il faut amener le Gabonais à comprendre qu'il est nécessaire de se faire dépister. Et qu'en se faisant dépister, il n'y a aucun risque. D'accord. Parce que ce qu'on croit qu'on comprend, c'est que les gens ont peur d'aller faire le dépistage parce qu'on risque peut-être d'être encore contaminé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment des explications. Il faudra que les gens comprennent que pour éviter d'être malade, il faut aller se faire dépister. Il faut sensibiliser. Il faut être sur le terrain. Alors, petit Lambert Revenot, je me retourne directement vers vous. L'on se souvient qu'Ali Bongo Ondimba avait annoncé l'eau et l'électricité gratuites pour les Gabonais. J'irai plus loin, les Gabonais économiquement faibles. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième phase, une évaluation à mi-parcours. Que dire quand on sait que pour la deuxième phase, l'électricité aujourd'hui au Gabon qui a été offerte par Ali Bongo Ondimba n'est plus mise à la disposition de ce détenteur des compteurs utilisant 6 kW. Je voudrais, si vous permettez, rappeler d'abord sur les mesures sanitaires quelque chose. Ouais. Ce que le COPIL ne fait pas, le COPIL avait commencé à le faire un peu, ils ont arrêté, c'est de donner l'indicateur du nombre de personnes testées. Ils disent bien chaque soir le nombre de personnes contaminées, le nombre de personnes guéries, le nombre de décès. Mais ils n'indiquent pas le nombre de personnes déjà testées. Or, effectivement, comme vous l'avez souligné, le président avait dit qu'il fallait un dépistage de masse. C'est une décision politique. Il y a des pays qui ont choisi, comme la Corée du Sud, dès le départ, de dépister leur population. Ce qui fait que ça a amené à une réduction du nombre de contaminés. C'est une décision politique. Cette décision de dépistage de masse est certainement faite. Mais comme nous n'avons pas le chiffre global du nombre de testés chaque jour, nous pinaillons. Il faut donc que cet indicateur, le COPIL, l'affiche au moment où il donne les résultats. C'est d'autant plus important que cet indicateur doit nous donner le lieu où les gens sont le plus infectés. Vous vous souvenez qu'ils avaient dit que c'est dans le 6e arrondissement de Libreville qu'il y avait le plus d'infectés. Donc il faut quand même des mesures de masse dans cet arrondissement pour prévenir. Il faut nous dire le genre, c'est qui les hommes, les femmes, quels sont ceux qui sont le plus contaminés. Il faut également nous dire le sexe. Bon, je l'ai dit, mais je pense en même temps que le problème de test est un problème capital. Parce que si le président ne tenait pas ça à cœur, comme venait de le dire le vénérable sénateur et le professeur, on n'aurait pas créé le laboratoire du professeur Daniel Ngaoma qui vient de décéder. Donc, ça a coûté 4,5 milliards. C'est dire que le président de la République tient à cœur. Maintenant, il reste l'évaluation. Et nous évaluons, nous voulons des indicateurs qui nous prouvent qu'il y a eu tant de testés par jour et qu'il y a tant de contaminés. On fera un ratio, on saura que proportionnellement, voilà le nombre de personnes qui sont contaminées, qui sont trouvées contaminées par jour. C'est la même chose pour l'électricité. La mesure, a dit le Premier ministre à l'Assemblée nationale, dont au Parlement, qu'elle avait réussi à 92%. Les populations étaient satisfaites. Mais
je ne sais pas, certainement les populations étaient satisfaites. Mais n'oubliez pas que la Société d'énergie et d'eau du Gabon avait limité la gratuité en ce qui concerne l'électricité à 6 kWh aux abonnés qui avaient une puissance de 6 kVA dans leur compteur. Mais une certaine somme avait été prévue par le président, près de 4 milliards. Mais est-ce que, après la première phase, cette somme ne s'est pas amenuisée? Et là, il manque un indicateur. Quel est le coût de la première phase? On ne nous a pas dit le coût de la première phase. Or, on nous indique... Une communication attendue du ministre en charge de l'énergie. Voilà, qui nous dit maintenant que ceux qui ont une puissance supérieure à 3 kVA ne sont plus éligibles à la mesure présidentielle. Ce qui signifie, quand on va évaluer, on n'est pas encore là. Mais gouverner, c'est prévoir tout de même. Si une Non, première mais étude non, là, a pu être proposée au chef de l'État avant qu'il ne l'annonce, il faudrait que la SEG sorte à l'État, sorte au ministre de l'Énergie et au Premier ministre, que voilà l'évaluation financière de ce qu'a coûté le premier mois de gratuité. Et voilà ce qui reste dans l'enveloppe. Ça ne peut peut-être pas prendre en charge ceux qui ont des capacités au-dessus de 3 kVA. Alors, est-ce que ce ne serait pas faire mentir? Est-ce que ce ne serait pas faire mentir le président gabonais Ali Bongo Ondimba qui prend un engagement devant sa nation, devant son peuple, qui dit l'eau et l'électricité Monsieur Agaya, le président de la République a fixé un seuil financier. C'était 4 milliards. Si les 4 milliards ont été épuisés durant la première phase, il faudrait que le Premier ministre en tire les conclusions, propose au président de la République d'augmenter l'enveloppe. Ce n'est pas démentir le président. Eh bien, il faut un rapport, justement, c'est pour ça qu'il faut du monitoring. Mais pourquoi ne pas communiquer sur la question? Il faut du monitoring pour faire le reportage. Oui, oui. Moi, à la suite de M. Ovono, je pense qu'il faut qu'on sache que soutenir ne veut pas dire tout faire. Ouais. Le gouvernement soutient. Le gouvernement soutient. Et justement, c'est peut-être à ce niveau-là que les gens ne comprennent pas. C'est juste un soutien. Et quand on vous soutient, ben, on ne fait pas tout. Donc le gouvernement soutient. Et c'est d'ailleurs justement la question de ce soutien-là qui fait qu'aujourd'hui, les uns et les autres s'élèvent pour demander... Qui on soutient? Je suis tenté de vous poser la question. L'État soutient l'État soutient les populations. Un peuple qui, sans ce peuple, l'État n'existerait pas. Je n'aime pas trop parler de peuple. L'État soutient la population. D'accord. L'État soutient l'économie. Oui. Maintenant, il se trouve que lorsqu'on soutient, on vous donne un peu. Enfin, on vous donne quelque chose qui peut vous permettre, à un moment donné, de vous mouvoir. Mais on ne vous donne pas tout. Donc, c'est un soutien. Maintenant, tout compte fait, on se rend compte que, évidemment, les gens ont besoin de se mouvoir. Et c'est en cela que nous pensons, notamment au Conseil économique, social et environnemental, qu'il est peut-être temps d'ouvrir l'économie, de laisser l'économie... C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un trilemme. D'accord, moi je propose que l'on reste dans l'évaluation. Oui, non, justement, je suis toujours dans l'évaluation. Dans l'évaluation, parce que l'évaluation, c'est sur le soutien. On parle des problèmes au niveau de l'électricité, on parle de... Mais justement, ça pose problème pourquoi? Parce que l'économie, pour vous, l'économie est complètement... social et environnemental, oui. Vous estimez qu'il ne s'agit que d'un soutien de l'État, ben, qui, semble-t-il, à vous entendre parler, ne serait même pas obligatoire, parce qu'en réalité, l'État ne devrait même pas je pourrais pas le faire. Je pense pas que je me demande si le vénérable sénateur pense de la même façon que vous. Vénérable, si vous permettez, ce n'est pas une affaire d'obligation. Je pense, et je l'ai dit, qu'il est pertinent que lorsque, effectivement, il y a un choc, que l'État intervienne en soutenant. Mais soutenir ne veut pas dire que l'État fera tout. Que dire de ceux qui affirment souvent que l'État devrait prendre ses responsabilités, si vous ne parlez que de soutien? L'État prend ses responsabilités, justement, par rapport à son pouvoir régalien. Mais pour ce qui est de l'économie, il soutient. Ça, on ne peut pas faire autrement. L'État soutient. Et parce que l'État soutient, qu'aujourd'hui, il est peut-être temps qu'on ouvre l'économie, qu'on laisse l'économie fonctionner, tout en luttant contre le virus. Alors, je rappelle que vous êtes professeur, oui, vous me permettrez, tout à fait. Mais tout de même, avant que d'aborder la question liée au transport, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on devrait proposer aux Gabonais? C'est de leur dire, d'accord, de 6 kVA à 3, acceptez-le comme ça, puisqu'il ne s'agit que d'un soutien de l'État. Quand on soutient, ils soutiennent à la hauteur des moyens qu'ils ont. Donc l'État a des moyens
qu'il a mis effectivement à la disposition de cette population, de cette économie, pour un temps, pour soutenir justement cette économie et ces populations. Maintenant, il faut justement permettre à ce que, après ce soutien, ou même pendant ce soutien, que je veux dire, ces entités-là continuent de vaquer à leurs occupations. Je pense qu'aujourd'hui, et très sincèrement, qu'il est temps de laisser l'économie fonctionner. D'accord. Alors, vénérable sénateur, puisqu'on... Peut-être que vous souhaitez réagir sur cette même question, mais oui, je souhaite que l'on n'aille au pas de course je voulais tout de même, dire une parce chose, qu'on va également aborder la question liée au transport. Non, je voulais dire une chose, Petit Lambert l'a dit tout à l'heure. Le président, en prenant cette mesure, en proposant une certaine somme, en mettant en place une certaine somme, je crois qu'il y a un élément sur lequel, un élément qui nous manque. D'accord. Il y avait combien de personnes qui avaient des compteurs de 6 kVA ou de 3 kVA? Peut-être que le chef de l'État se serait trompé aussi, vous me direz. Non, parce que la base de données sur laquelle le président a donné un montant. La base de données, il fallait réajuster dès le départ par rapport à la base de données, le nombre de personnes, il fallait réajuster le montant à donner. C'est-à-dire, au lieu de peut-être de 20 000 francs, il fallait peut-être voir s'il fallait donner 15 ou 12 000 francs pour essayer d'atteindre le maximum de personnes. Je crois qu'il manquait un élément d'appréciation par rapport au nombre de personnes. Alors justement, vénérable sénateur, il y a eu durant cette période le paiement de loyer des personnes sans revenus ou celles avec des revenus en dessous du SMIC. Il y a eu également des mesures telles que la mise en place de l'allocation de chômage technique, la réduction des patentes et de l'impôt synthétique libératoire de 50%. Il y a eu tellement de mesures sur le plan économique qui ont été annoncées par le chef de l'État. On a vu de nombreux Gabonais aller au ministère de l'économie pour essayer de se faire enregistrer. Il y a eu un premier paiement qui vient de se faire il y a seulement quelques semaines aujourd'hui, quelques jours aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui l'évaluation qui peut être faite? Moi, je crois qu'avant de parler de cette évaluation, Petit Lambert l'a dit tout à l'heure, il y a des mesures qui ont été prises. Au jour d'aujourd'hui, avancer la satisfaction ou non de ces mesures, ce serait un peu hasardeux, parce qu'on n'a pas la mesure réelle. Alors, la mesure qui a été... Non, je voudrais venir que les mesures qui ont été prises, que ce soit pour le loyer ou pour le reste, s'il faut prendre le cas, par exemple, du loyer, qui a été concerné par cette mesure? Combien de locataires qui sont dans les bas-fonds, qui ont des loyers à 50 000 francs, est-ce qu'ils ont été recensés par le ministère de l'économie? Donc, disons, la définition du bénéficiaire au départ. Mais il y a eu un guichet qui a été ouvert tout de même par justement, le ministère de l'économie. ce guichet était ouvert On n'allait pas demander au ministère d'aller dans les quartiers. Non, ce guichet qui était ouvert pour... il y avait déjà une définition, il fallait avoir un bail. Combien de locataires qui ont des contrats de bail dans les quartiers. Et ce sont ceux-là qui, en réalité, ont plus de problèmes par rapport au loyer. Et pourtant, l'État n'est pas responsable des contrats faits de gré à gré, tout de même, sans qu'il n'y ait des documents qui soient signés. Justement, c'est-à-dire que disons, la base de ces mesures, je ne voudrais pas dire qu'elle était faussée, mais je voudrais dire que par la définition de la base du bénéficiaire, il fallait le revoir. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. D'accord. Petit Lambert Ovono, je vous repose la même question sur celle liée au loyer, les impôts et autres. Non, mais je pense que l'État a annoncé plusieurs mesures. Et lorsqu'il y a autant de mesures, inévitablement, il va se poser un problème. Nous, justement, en évaluant ces mesures, on trouve qu'il y en a beaucoup. Il y a eu beaucoup d'annonces. Et par exemple, concernant les loyers, ça a été annoncé et les gens étaient contents tout de suite. Sauf qu'un mois et demi, 2 mois après, les gens n'ont pas toujours touché leur loyer. Et ça pose un problème, ça crée des mécontentements. Il s'agit de la même chose pour le transport. On a accordé 6 milliards pour le transport. Mais lorsque nous avons évalué cette mesure, nous avons évalué qu'elle n'était pas pertinente. Pourquoi? Comment voulez-vous consacrer 6 milliards pour les transports alors que on se demande qui on a finalement transporté? On était en confinement total, et on nous annonce 6 milliards de francs. Ça veut dire qu'il y a un problème d'efficience. C'est un critère de jugement en matière d'évaluation. Le ministre avait dit avoir déployé ces 6 milliards sur une période de plusieurs mois tout de même. Mais ce n'est pas ça. Le but, c'est que
combien de personnes ont été transportées durant le premier mois ou les 15 premiers jours du confinement. On a mis le confinement pour que les gens restent chez eux. Mais on met autant d'argent, finalement, pour que les gens voyagent. D'où la contamination locale, d'où la contamination intercommunautaire. Donc, il y a des mesures comme ça. Par exemple, on ne va pas revenir sur la mesure alimentaire. Lorsqu'on a déclaré qu'on distribuait déjà les bons, ceux qui avaient les bons s'agglutinaient devant les magasins C'est Cadeau. Or, il n'y avait pas encore le port obligatoire des masques. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. L'objectif du président, c'était de limiter la propagation du virus. Or, on a l'impression que certaines mesures ont créé plutôt cette envie de se regrouper, cette envie de se trouver ensemble. Et la contamination a continué. C'est pour ça qu'elle continue à croître de façon exponentielle. Donc, trop de mesures, certaines mesures n'ont pas fait des scénarios de risque pour dire qu'attention, si on prend, qu'on va distribuer la nourriture, est-ce que les gens ne vont pas beaucoup plus s'intéresser à la distribution des denrées alimentaires que de prendre des précautions, de ne pas se regrouper pour qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, vous comprenez, c'est ça l'intérêt de l'évaluation, mais il faut aller chercher les informations, il faut aller interroger les personnes qui ont bénéficié pour voir si l'objectif fixé par le président de la République a été atteint. Le gouvernement doit faire aussi attention, parce que quand on vous dit que vous mettez en œuvre une mesure, la planification doit être bien faite. Il faut prévoir que parce qu'il y a des résultats inattendus. Lorsqu'il y a mise en œuvre d'une mesure, il y a des résultats inattendus. Il y a des gagnants, il y a des bénéficiaires. Lorsqu'une mesure arrive au bout, au résultat, et il y a des perdants aussi. Tout le monde n'est pas gagnant lorsqu'on met en œuvre une mesure. Si on construit une route, alors qu'il y avait des clandos qui circulaient sur cette route, ils gagnaient de l'argent parce que peut-être la route n'était pas bonne. Maintenant, quand la route est goudronnée, les populations qui y habitent bénéficient. La route est maintenant bonne. Mais les clandos qui demandaient plus d'argent par trajet perdent. Vous voyez, donc dans la mise en œuvre de chaque mesure, de chaque politique publique, il y a des gagnants et il y a aussi des perdants. Mais il est nécessaire de toujours mesurer. Parce que si vous ne mesurez pas les résultats d'une politique, vous êtes incapable de distinguer le succès des échecs. Il faut évaluer, il faut mesurer les résultats. Si vous ne mesurez pas, comment les gens sauront qu'ils ont bien travaillé ou ils n'ont pas bien travaillé? Alors, parlons justement également de cette question liée à ces Gabonais restés à l'étranger pendant une longue période parce que les frontières étaient fermées. Aujourd'hui, il n'y a que le gouvernement gabonais, par l'entremise de son ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères, Alain-Claude Billy-Binzé. Certains Gabonais ont pu regagner leur pays aujourd'hui. Quelle est l'évaluation qui peut être faite? Mais l'évaluation est en cours. Ce que je peux simplement dire, c'est qu'on a consigné des Gabonais à l'extérieur du Gabon, qu'on ferme les frontières pour les gens de l'extérieur, ça se conçoit, mais pas pour les Gabonais qui étaient en court séjour à l'étranger. Nous avons proposé au début de l'évaluation qu'on les fasse rentrer et qu'on crée des centres de confinement à l'intérieur du Gabon et qu'on les soigne s'ils sont malades. Mais ils ont vivoté à l'étranger, ils ont contracté des dettes et les gens avaient leur billet retour. Ils ne demandaient pas à ce que l'État dépense de l'argent pour eux pour acheter des billets d'avion. Donc le fait de les avoir consignés, d'avoir acheté des billets d'avion sur les 967 millions de francs qui ont été consacrés à cette opération, il n'y a pas d'efficience. Il n'y a pas de pertinence pour cette mesure. C'est votre avis. Puisqu'en même temps, la contamination continue au Gabon. Ouais. Que dire, justement? Je pense que, enfin, je maintiens ce que j'ai dit d'entrée de jeu depuis cette émission. Si on prend le cas des Gabonais à l'étranger et qu'on reste dans la logique de l'évaluation, on va regarder ce qui a été pris comme mesure. La mesure, c'était effectivement, à un moment donné, de les ramener ici. Maintenant, le coût pour évoquer des questions d'efficience de cela, bon, pour l'instant, on ne peut pas véritablement savoir ce que ça a coûté. Et on ne peut pas savoir exactement combien, je veux dire... Il y a eu une communication du ministre en charge des Affaires étrangères. Le ministre d'État gabonais a fait justement le bilan. Oui, à propos, monsieur le vénérable, vous m'excusez, à propos du bilan, justement, à propos du bilan, puisqu'on lit ça et là, que d'autres Gabonais sont toujours à l'étranger et veulent rentrer. D'accord. Donc, je ne pense pas que, je vais dire aujourd'hui, on puisse... C'est pour ça que je dis, en fait, l'efficacité de ces mesures-là
En parler aujourd'hui, je pense que c'est un peu prématuré. D'accord. Vénérable sénateur. Non, je voulais seulement dire que, parlant des coûts, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le coût social. Ouais. Parce qu'il ne faut pas seulement voir le coût des billets, il faut voir le coût des Gabonais qui étaient à l'étranger, quel était le coût qu'ils ont eu à payer, le fait de rester à l'étranger, loin de leurs parents, leurs enfants. Est-ce que le coût, non seulement moral, mais mental qu'ils ont eu à payer, à subir pour rester là-bas, est-ce qu'il était vraiment nécessaire qu'ils restent là-bas sans rentrer? Il y a ce coût-là qu'il faut comptabiliser aussi. D'accord. Parce que le coût n'est pas seulement financier, il est aussi social. Vénérable, vous avez la parole. Nous allons faire un dernier tour de table puisque nous arrivons au terme de cette émission aujourd'hui. Que doit-on retenir? Qu'est-ce que vous proposez concrètement au gouvernement gabonais, parlant justement de cette lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, en commençant bien sûr par vous, Petit Lambert Ovono? Je crois que le gouvernement a un double défi à relever. Ouais. Le premier défi, c'est qu'on ne fait pas l'évaluation sans un cadre légal. À chaque fois que le président, le gouvernement ou le président de la République donne une mesure, un dispositif, une politique publique, il est bien que l'évaluation soit inscrite dans la politique publique. Ça doit être désormais inscrit dans la mesure, dans la politique publique. Parce qu'il faut un cadre légal pour évaluer. On a maintenant un article de la Constitution qui fait presque du Gabon l'obligation de faire l'évaluation des politiques publiques. Avec un ministère qui veille également. Avec un ministère qui veille à la mise en œuvre de l'évaluation et du suivi. Donc, première chose, il faudrait inscrire l'évaluation dans chaque mesure, dans chaque loi, dans chaque dispositif, dans chaque programme. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la culture de l'évaluation. Il faudrait maintenant que tout le gouvernement ait la culture de l'évaluation. Nous avons évolué depuis 2013 sur le plan institutionnel. Toutes les institutions ont été touchées par la promotion de l'évaluation. Nous avons un arrêté, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, puisque c'est l'arrêté qui a institué la Journée nationale de l'évaluation. Nous avons notre constitution qui a évolué en écrivant l'article 35. Nous avons maintenant un ministre de l'évaluation. Donc maintenant, il nous manque la culture. Comment évaluer? Avoir le réflexe. Le président de la République n'a de cesse de dire qu'il faut la reddition des comptes. Il faut la reddition des comptes. Il faut vérifier les résultats. Il faut les rendre au peuple parce que c'est l'argent public qui sert. La dernière chose, je l'ai dit tout à l'heure, que si vous n'évaluez pas, comment on va apprécier vos résultats? Comment on va apprécier que vous êtes dans l'échec ou dans le succès? Et justement, en plus, il y a l'argent public dedans. Je suis tenté de vous demander aujourd'hui, parlant du gouvernement, le copil avec résultat positif ou négatif. Mais nous sommes en évaluation des mesures. Nous allons remettre dans 2 ou 3 semaines le rapport à Monsieur le Premier ministre. Et si vous permettez un dernier mot. D'accord. Il n'y a pas d'évaluateur sans commanditaire de l'évaluation. Qui gère les politiques publiques? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Le Parlement est là pour accepter, pour voter les lois, c'est-à-dire voter les politiques publiques. Merci de Mais rappeler c'est le gouvernement, il doit ces commander les fondamentaux. évaluations. Professeur, en quelques mots, aujourd'hui, à mi-parcours, d'accord, une évaluation. Au stade actuel, ce qu'on peut appeler une évaluation concomitante, je pense qu'il en ressort que le gouvernement, ou du moins l'État, a priorisé la lutte contre le virus, autrement dit l'aspect sanitaire. Et 2-3 mois ou 2 mois et demi après, on se rend compte que en priorisant cette action, du moins cet aspect sanitaire, les autres aspects, notamment l'économie, comme je disais tantôt, les libertés individuelles, posent problème. C'est pour ça que je pense que, honnêtement, aujourd'hui, il faut réouvrir l'économie. Il faut permettre à ce que, justement, l'État, tout compte fait, ne dispose pas suffisamment de moyens de soutenir aussi bien les populations que l'économie pendant une durée assez longue. Même si c'est son rôle et sa responsabilité. Oui, ça fait partie de ses rôles. Mais c'est pas... je dis, ça fait partie de ses rôles. Donc, il doit effectivement soutenir, mais à un moment donné, il faut que... je dis, les autres aspects, notamment l'aspect économique, reviennent et qu'on ouvre l'économie, on déconfine notamment le secteur du tourisme.
on déconfine des secteurs de l'industrie, on déconfine en fait tous les secteurs économiques qui peuvent permettre à ce que... Et on poursuit dans la contamination de toute la non, nation non, non, gabonaise. ça Le reste, on verra plus tard. Non, merci, professeur. Nous arrivons au terme de cette émission. Oui, je veux dire... Vénérable sénateur, on va vous la permettre... contamination, quand je le dis, c'est tout en continuant effectivement de lutter contre le virus. Mais choisir de lutter essentiellement contre le virus en laissant de côté ces aspects, c'est également un moyen de continuer la propagation du virus. Vénérable sénateur. Les mesures qui ont été prises, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que ça a permis. Mais moi, je dis tout au début, je vous ai fait comprendre que ce que nous sommes en train de faire, il faudra que, même si c'est après 1 an ou 10 ans, après le COPIL, il faut revoir l'état général de la situation du Gabon, que ce soit en matière d'économie, que ce soit en matière d'éducation, de santé. Il faut revoir dans quelle situation nous nous trouvons. Ce serait un exercice utile et valable. Et cette évaluation qui se fera après le COPIL nous donnera une idée. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une évaluation à mi-parcours. Mais après, il faut revoir tout. Que ce soit l'éducation. Je vous dirais, par exemple, les cours par télévision, par téléphone. Mais celui qui a un bio qui n'a pas d'électricité, il a eu quel cours? D'accord. Très bonne question, vénérable sénateur. Peut-être dire un dernier mot sur si vous permettez. Je vais dire un mot sur le COPIL. Non, je vous prie. Dire simplement que le COPIL doit autant privilégier la confiance que la transparence. J'ai l'impression qu'il veut rester sur la transparence tout en piétinant la confiance. D'accord. Et ça détruit le moral des Gabonais. D'accord. Merci. Et je rappelle que vous êtes le professeur Mengebidzo Médard, vous êtes le directeur de cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental au Gabon. Et il y avait également à vos côtés le vénérable sénateur André-Richard Moussunda Mikala, qui est le président de la commission de finances, du budget et des comptes économiques de la nation au niveau du Sénat. Et puis, Monsieur Petit-Lambert Ovono, évaluateur certifié des politiques publiques en République gabonaise, consultant international, président de Sogeval. Avec vous, messieurs, nous abordons justement cette question liée à l'importance de l'évaluation dans la mise en œuvre des politiques, à l'exemple des mesures de riposte contre la Covid-19, alors que le Gabon célèbre ce 30 mai la journée nationale de l'évaluation des politiques publiques. Cette émission s'achève justement avec nos invités. Vous êtes sur Gabon 24, une émission qui a été rendue possible grâce au concours du ministère gabonais en charge de la promotion de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et de l'évaluation des politiques publiques. Une émission sous la coordination de Laetitia Ngalebika, Maurice Eman, Landry Okono et toute à l'équipe de Gabon 24. Nous espérons pouvoir vous retrouver très prochainement sur nos antennes, mais surtout n'oubliez pas les gestes barrières. Se laver très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le creux de son coude. Si vous utilisez un mouchoir, il faut que ce soit une utilisation unique, mais surtout garder une distance sociale si vous êtes dans un lieu public. Et pour ceux qui sont au Gabon, je le répète, le port du masque est désormais obligatoire. Au revoir.